m'appelle Soufiane Maloli, je suis le CEO et fondateur de Fouine Kazan SA. Je suis également expert startup spécialisé en gamification à YPark et coach innovation à l'IMD. Mon but ce soir est de vous parler des NFT dans le gaming, mais en utilisant un angle un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir quand on parle de ces sujets. Plutôt que de se concentrer sur qu'est-ce que le gaming peut apporter aux NFT, on va prendre l'angle contraire qui est qu'est-ce que les NFT et toute cette technologie peut amener au milieu du gaming. J'en profite également pour dire qu'on ne va pas du tout parler de tokens, on va vraiment se concentrer sur les NFT. Donc on ne va pas parler par exemple de projets de jeux vidéo qui sont centrés sur la technologie blockchain, et que ce soit au niveau du business model ou des propriétés. Donc le but, encore une fois, sera de parler de ce qui se fait actuellement dans le jeu vidéo. Alors, je vais faire un petit compte-rendu rapide sur notre projet à nous. Le but n'est pas de parler de notre projet, mais c'est peut-être intéressant de vous expliquer qu'est-ce qu'on fait. Optical. Alors, le pitch du projet, c'est que des scientifiques ont récemment découvert qu'il existait un monde parallèle au nôtre, divisé en différents écosystèmes qui s'appellent le monde astral, et que ces écosystèmes sont remplis de différentes créatures, et que ces créatures, lors de rares contacts avec notre monde, ont inspiré nos contes, légendes et mythologies depuis la nuit des temps. Et du coup, en fait, ces scientifiques nous offrent une technologie qui nous permet de découvrir ces créatures. Cette technologie s'appelle l'Optical, c'est un appareil qu'on peut mettre en poche. Vous l'aurez compris, c'est votre smartphone. Optical est un jeu mobile basé sur la réalité augmentée et la géolocalisation qui est pour l'instant disponible sur le marché francophone, sur l'App Store et le Play Store. Alors, grâce à votre Optical, vous allez scanner votre environnement, vous allez découvrir la zone du monde astral dans laquelle vous êtes actuellement. Ensuite, le but, ça va être de sélectionner une créature pour essayer de la détecter et en gros de compléter votre collection. Optical est le premier produit qui présente la licence du monde astral. Le but du jeu est d'explorer les différentes zones du monde astral, de collectionner les créatures et de progresser en tant qu'explorateur. Fouine Kazan a été fondé en 2016. Nous sommes basés à Lausanne. Nous sommes une équipe d'une dizaine de personnes et notre but est de réaliser l'expansion internationale du jeu. On va commencer par le marché anglophone et ensuite d'utiliser cette licence pour faire un développement transmédia à travers différents points de contact. Et le premier sera, en plus du jeu vidéo, sera une collection de NFT. On a différents projets liés aux NFT et on commencera tout simplement par une sorte de collection, un peu comme une sorte de collection Panini, où les gens pourront dans un premier temps acheter leurs NFT et ensuite les échanger, les commercialiser, etc. Les plans à plus long terme seraient vraiment de travailler sur un jeu basé sur le business model du play to earn. Donc si vous jouez, vous pouvez remporter des assets que vous pouvez ensuite commercialiser, par exemple. Alors il me semblait important de faire un point sur l'industrie du jeu vidéo en elle-même, pour commencer. Le jeu vidéo a pris énormément d'importance. L'industrie du jeu vidéo a pris énormément d'importance ces dernières années et est maintenant plus de 2 fois supérieure aux industries de la musique et du cinéma réunies. On compte plus de 2,8 milliards de joueurs sur la planète. L'âge moyen d'un joueur est de 35 et 44 ans, donc c'est beaucoup plus âgé que ce qu'on pourrait peut-être à quoi s'attendre. Il y a presque une parité égale entre le nombre de joueurs et de joueuses, et plus de 5 milliards d'heures sont passées à jouer sur mobile chaque semaine. Un petit point aussi essentiel par rapport au Web 3. Le Web 3 qui est donc le web lié à toute la technologie blockchain, NFT et de tous les points dont on a parlé ce soir. Un des points les plus importants liés, enfin on va reprendre depuis le début, le Web 1 était ce qu'on appelle le web de l'information, dans le sens, le web vitrine, dans le sens où vous arriviez sur un site grâce à un lien et vous pouviez aller sur d'autres sites grâce à des hyperliens.
il n'y avait pas d'autre interaction que simplement découvrir les informations que vous aviez en face de vous. Le Web 2, on peut l'appeler le Web communautaire, où là, justement, on avait beaucoup plus la possibilité de s'exprimer, sauf que, point important, chaque fois qu'on pouvait s'exprimer, c'était en passant par des protagonistes qui centralisaient toutes les informations, telles que Google, Facebook, Twitter, etc. Le Web 3, nous donnerait la possibilité de décentraliser tous ces points et du coup de rajouter la fonction de propriété de l'information. Et du coup, les différentes interactions pourraient se faire directement entre les gens. Bertrand a posé la question tout à l'heure, qu'est-ce qu'un NFT pouvait véritablement apporter de plus que simplement le stockage d'un JPEG, par exemple. Beaucoup de gens pensent qu'un NFT, c'est simplement ça, un JPEG qui est propriétaire et qu'on n'a pas envie de partager forcément avec les autres, alors qu'en fait, les NFT liés aux jeux vidéo vont beaucoup, beaucoup plus loin que ça. J'ai essayé de faire une phrase qui résumait le mieux cela. Lorsqu'appliquée aux jeux vidéo, la technologie blockchain permet de décentraliser la propriété des actifs numériques et de créer une valeur résiduelle pour les objets virtuels, ainsi que dans certains cas, de transformer des actifs numériques en investissement. La plupart du temps, quand on parle de NFT, on va beaucoup plus penser à la valeur spéculative. Donc, vraiment le fait que si j'achète un CryptoPunk maintenant, c'est parce que dans un certain nombre d'années, il va me rapporter 2 ou 3 fois plus d'argent. Le point le plus intéressant en termes de valeur liée aux jeux vidéo, c'est selon moi la valeur résiduelle. C'est-à-dire qu'on va peut-être acheter un asset dans un jeu vidéo, une arme par exemple, et cette arme, on va l'utiliser jusqu'au moment où on va trouver une meilleure arme ou une arme plus belle. Et comme on est à l'heure actuelle dans un système fermé, centralisé, cette arme, elle va juste rester dans notre inventaire et on ne va plus l'utiliser. Si on ouvrait ce système sur quelque chose de décentralisé, cette arme, on pourrait très bien imaginer la revendre parce qu'elle aurait toujours une valeur. Au contraire du système fermé où là, justement, elle n'a pas de valeur si on ne l'utilise plus jamais. Et c'est véritablement ça, à mon avis, le plus intéressant, c'est que plus que la spéculation, c'est simplement le temps qu'on va passer à jouer pour obtenir une arme, par exemple, il pourrait être investi dans une revente avec quelqu'un d'autre. Pour illustrer ça, je vais vous parler de 2 exemples spécifiques. Les 2 exemples sont intéressants, chacun pour des raisons propres. Le premier, c'est ce qu'on appelle un skin. Un skin, c'est simplement un asset cosmétique dans le jeu Fortnite. Et ce skin, c'est une représentation en 3D de Ariana Grande, donc grande pop star, idole des jeunes, qui est disponible pour le moment contre 2500 V-Bucks, qui est la monnaie in-game de Fortnite. Ça équivaut à peu près à 20 €, sauf erreur. Quand on paye ces 20 francs, on va pouvoir jouer un certain temps avec le skin d'Ariana Grande jusqu'au moment où on va vouloir en changer. Et en fait, ce skin va rester dans notre inventaire et il ne va plus jamais être utilisé. Alors qu'en fin de compte, si on part encore une fois sur un système décentralisé, on pourrait très bien imaginer revendre notre skin à quelqu'un d'autre. Et c'est là où il y a les 2 valeurs. Il y a la valeur résiduelle qui rentre en ligne de compte, mais il y aura aussi la valeur spéculative si par exemple ce skin est limité à 10 exemplaires. J'ai mis cet exemple parce que selon moi, ça représentait le mieux, disons, c'est ce qui se rapproche le plus du métaverse à l'heure actuelle, dans le sens où on a une représentation 3D d'une pop star qu'on va utiliser pour interagir dans un Battle Royale qui est un jeu où le but est de survivre face à 99 autres personnes qui veulent nous tuer. Et je trouve ce mélange plutôt drôle. Deuxième exemple, c'est Assassin's Creed. C'est la même chose. On part sur des skins qu'on va pouvoir acheter pour notre cheval, par exemple, ou pour notre guerrier. À rajouter que Assassin's Creed était un jeu premium. Le business model des jeux Assassin's Creed sont premium, c'est-à-dire que si on veut y jouer, on est obligé de dépenser de l'argent pour l'acheter.
contrairement par exemple à Fortnite, qui est un jeu free-to-play, où on peut jouer sans dépenser quoi que ce soit, mais par contre, ils se font de l'argent avec les skins. Là, il y a le double business model, il y a le premium, mais en plus de ça, on a la possibilité d'acheter des skins directement in-game. Si je vous ai montré cet exemple, c'est parce que Ubisoft, l'éditeur du jeu, a lancé aujourd'hui, c'est pile la bonne date, une plateforme qui s'appelle Quartz pour vendre leur propre NFT. C'est un peu une petite révolution dans l'univers du jeu vidéo, de par le fait que jamais un éditeur aussi gros, sauf erreur, c'est le 3e ou 4e plus gros éditeur de jeux vidéo au monde, jamais un éditeur aussi gros n'avait touché au NFT pour le moment. Et c'est quelque chose qui fait beaucoup parler sur Twitter, normalement, sur Internet. Et du coup, même avec c'est un pas de plus sur les points dont on est en train de discuter avec des exemples concrets. World of Warcraft, je vais m'apaisantir dessus un peu plus longtemps parce qu'il y a 3 points intéressants en termes de monétisation décentralisée qui pourraient nous intéresser. World of Warcraft est certainement le MMORPG, donc un jeu massivement multijoueur le plus connu et le plus joué au monde. Moins maintenant, mais disons qu'il a eu ses heures de gloire. Il y a 3 points qui nous intéressent ici, comme je vous l'ai dit. Le premier, c'est que il y a un commerce gigantesque de revente de comptes de jeux Blizzard, donc l'éditeur de World of Warcraft, qui s'est créé à travers le temps. C'était vraiment une économie parallèle qui brassait des millions de francs. Et en fait, ce qui se passait, c'est quand les gens jouaient et gagnaient des bonus in-game ou montaient de niveau, au bout d'un moment, s'ils avaient envie d'arrêter de jouer, ils trouvaient ça dommage de simplement arrêter de jouer et de perdre le temps qu'ils avaient investi là-dedans. Du coup, il y en a qui ont décidé de simplement revendre leur compte, ce qui permettait à des gens qui n'avaient pas envie de passer des heures et des heures à monter de niveau, de directement jouer avec un niveau important. Et ça fait vraiment des années que cette économie parallèle a été créée. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, c'est une économie qui n'est pas du tout gérée par l'éditeur, alors qu'une solution basée sur des NFT pourrait justement être un business model supplémentaire pour ces éditeurs de jeux vidéo. Ça, c'est la même chose. Hearthstone, c'est un autre jeu, c'est un jeu de cartes, toujours édité par Blizzard, où on voit justement une liste de comptes qui peuvent être achetés directement. Deuxième point lié au NFT et au blockchain, c'est ce qu'on appelle le gold farming. Le gold farming, c'est dans le jeu vidéo la pratique qui consiste à consacrer une partie du temps de jeu à récolter de l'argent, des objets ou de l'expérience, en répétant sans cesse les mêmes actions, en visitant les mêmes donjons ou en tuant le même groupe d'ennemis dans le but de s'enrichir, monter en niveau rapidement. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il y avait des pays où les gens avaient peut-être moins... En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une économie parallèle également qui s'est créée, où des gens, notamment en Chine, jouaient toute la journée pour gagner de l'or et pour le revendre directement à des joueurs dans les pays occidentaux. C'est un truc qu'on retrouve directement dans les NFT, avec le jeu, notamment avec le jeu Axie Infinity, qui est certainement le jeu au NFT qui a le plus de succès au monde actuellement. Parce qu'en fait, il y a des centaines de milliers de joueurs philippins qui ont transformé cette activité en métier. Avec le Covid, il y en a beaucoup qui ont perdu leur job, par exemple conducteur de taxi, etc. Et en fait, Axie Infinity est basé sur le business model Play to Earn, c'est-à-dire plus ils jouent, plus ils vont récolter des assets qu'ils vont ensuite pouvoir revendre. Et en fait, c'est véritablement à l'heure actuelle un moyen de gagner de l'argent qui est souvent plus, disons, intéressant pour des gens à revenus bas. Le problème là-dedans, c'est, comme on peut le voir sur la dernière phrase de la définition ici, c'est que le farming est également pratiqué par des prisonniers purgeant des peines en Chine. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui peut être problématique sur le long terme si, en fin de compte, on utilise les gens juste pour faire de l'argent comme ça. Dernier point lié à World of Warcraft, ça s'éloigne un peu des NFT, mais j'ai trouvé ça extrêmement intéressant comme parallèle avec notre monde.
c'est l'incident du sang vicié. Je vais vous lire la description, comme ça je suis sûr de ne pas dire de bêtises. L'incident du sang vicié, aussi quelquefois appelé peste du sang corrompu, désigne une pandémie virtuelle accidentelle dans le MMORPG World of Warcraft qui a duré une semaine à partir du 13 septembre 2005. L'épidémie a commencé à cause de l'introduction d'un nouveau niveau dans le jeu appelé Zul'Gurub, dont le boss, Akar l'écorcheur, c'est lui, est capable de lancer sur les joueurs un sort d'affaiblissement contagieux appelé sang vicié. En gros, il vous lance un sort et avec le temps, il y a votre énergie qui baisse. Ce sort, il est lancé dans la salle du boss et normalement, ça reste là. Le sort, limité uniquement à la zone de Zul'Gurub, s'est rapidement répandu à travers le monde virtuel du jeu à cause d'un bug ayant permis aux PNJ et aux familiers de propager l'infection hors des limites de ce territoire. Les PNJ et les familiers, les PNJ, c'est les personnages qui sont contrôlés par l'ordinateur, et les familiers, c'est simplement les montures des gens. Ce sort propagé à la fois accidentellement et volontairement a rapidement produit une pandémie, tuant en grand nombre les personnages de niveau faible. Le problème a affecté radicalement le gameplay normal puisque les joueurs ont été forcés de fuir l'infection, notamment en désertant les grandes villes du monde virtuel ou en évitant de jouer. Malgré des mesures de quarantaine imposées par les programmeurs, l'éradication de la pandémie a finalement nécessité patch et réinitialisation du serveur. L'incident intéresse des épidémiologistes qui ont trouvé un prototype de modèle permettant d'analyser la propagation d'une maladie infectieuse en tenant compte des réactions des populations face à une épidémie. Ces modèles ont été utilisés pour notamment se battre contre le Covid. Et du coup, j'ai trouvé ça très drôle et intéressant de voir qu'en fait, il pouvait y avoir des parallèles aussi profonds entre les mondes virtuels et le monde réel. Un autre cas extrêmement intéressant de métaverse, je dirais, on va en parler plus en profondeur après, c'est le jeu EVE Online. EVE Online est un jeu qui est sorti en 2003, donc qui a plus de 18 ans actuellement, qui est aussi un MMORPG et qui n'a pas un véritable but, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des missions à faire pour les joueurs, c'est simplement un énorme univers qui a été créé et qui est laissé à disposition des joueurs. Du coup, les gens peuvent faire de l'exploration, ils peuvent avoir un métier, ils peuvent être mineurs, ils peuvent être guerriers, ils peuvent être pirates, peu importe. Mais en fin de compte, cet univers devient ce que les gens choisissent qu'il soit. Ça fait plus de 18 ans, comme je l'ai dit, qu'il est disponible, ce qui est un cas extrêmement rare dans le milieu du jeu vidéo. Normalement, jamais un cycle de vie est aussi important que ça. À savoir que c'est l'un des 20 jeux qui ont été inclus au MoMA dans leur exposition. Disons que c'est un des 20 jeux vidéo qui reste dans l'exposition. Comment on dit ? L'exposition qui reste tout le temps. Permanente. Ah, purée, j'ai galéré. Dans l'exposition permanente du MoMA. Parce qu'en fin de compte, ce jeu a une dizaine de records du monde à son actif et a une importance en termes d'univers virtuel. Un de ces exemples, c'est qu'il y a des factions qui se créent et ces factions essayent des fois, périodiquement, de prendre le pouvoir, par exemple. Il y a eu plusieurs batailles d'envergure qui ont eu lieu dans le jeu. La dernière grande, c'était la plus grande, c'était en début 2021. Je vais vous en lire un peu. Le massacre en M2XFE, fin décembre 2020 et début 2021, par ces deux batailles proches impliquant plus de 13 000 joueurs autour de trois systèmes solaires, est la bataille la plus importante et la plus chère de l'histoire du jeu. L'offensive n'est que virtuelle, mais son échelle fait froid dans le dos. 14 000 vaisseaux lancés sur une riche mégalopole dans une attaque suicide collective, des forces de police en déroute, une économie entière, l'essence même du jeu, mise en péril par une frange extrémiste de la population. 1500 joueurs, soit l'équivalent de 26 millions de personnes à l'échelle de la Terre, déterminés à semer le chaos. Ce qui est important là-dedans, c'est que les montants des vaisseaux ou des dégâts que l'on peut voir, qui sont estimés à 29 milliards d'ISK, la monnaie du jeu, sont de la perte d'argent pure dans notre monde réel aussi, parce que les gens vont devoir dépenser de l'argent ou vont devoir commercer les différentes
ressources du jeu pour pouvoir s'acheter des vaisseaux notamment, quand ils jouent et ils font des attaques suicides, cet argent, ils le perdent. C'est pas quelque chose qu'ils vont récupérer. Mais leur but est d'aller plus loin, c'est véritablement de prendre d'assaut le système économique et peut-être gagner 100 fois plus d'intérêts financiers avec ça. Ce qui est aussi extrêmement intéressant là-dedans, c'est de savoir que les développeurs du jeu sont au courant de ce genre de choses et ils décident de ne rien faire parce que c'est ça qui les intéresse en fin de compte, c'est de laisser ce système le plus décentralisé possible. Donc c'est pour ça qu'en fait, c'est certainement le jeu qui se rapproche le plus du Web 3 pour le moment, du gaming décentralisé. Et ça va plus loin que ça. Là, on voit en bas qu'il y a un joueur qui a mis 9 ans pour explorer tout le système d'EVE Online. C'est véritablement un univers qui est extrêmement diversifié et étendu. Et un des joueurs qui, depuis a sa statue dans le jeu, a pris 9 ans à raison de 1 heure par soir pour explorer les différents systèmes d'EVE Online. L'exemple en haut, c'est aussi un exemple dont je vais vous lire le résumé parce que c'est très parlant en termes de métaverse, dans le sens où, que ce soit au niveau du vocabulaire, mais aussi en termes de profondeur de ce qui nous est proposé, on pourrait difficilement penser que c'est lié à un jeu vidéo. Cela s'est produit il y a quelques heures. Un espion infiltré dans le directorat de la corporation exécutrice de l'alliance S2N Citizens a initié un vote pour reprendre la direction de la corporation. Une fois ce vote terminé, il se retrouvait avec les pleins pouvoirs, y compris celui de disband complètement l'alliance et de voler tout l'argent déposé sur le wallet de la corporation, soit environ 4 000 milliards d'ISK. En effet, tout détenteur de plus de 5% des actions de la corporation peut initier un vote pour prendre la place de l'actuel CEO. Une fois que le vote est terminé, si plus de 50% des voix sont pour la nouvelle personne, celle-ci est désignée d'office comme nouveau CEO. Le vocabulaire qui est utilisé se rapproche plus du monde des entreprises ou de la finance que du jeu vidéo. Et c'est ce genre de choses qui m'interpellait et que je trouvais intéressant parce qu'en fin de compte, ça montre que ça ouvre la porte à quelque chose de bien plus profond que simplement des manières et des méthodes de jeu. Et du coup, nous nous rapprochons par cela des métaverses, du métaverse. Métaverse, c'est un mot qu'on utilise beaucoup ces derniers temps, qui est un buzzword que j'aime pas forcément. On l'utilise beaucoup notamment depuis que Facebook a fait un live où ils expliquaient comme quoi c'était leur prochaine mission ces 10 prochaines années. Et c'est pour ça qu'ils changeaient leur nom en Meta. Il est important pour moi de dire que ce que nous propose Facebook est selon moi le contraire même de ce que devrait être le métaverse. Le métaverse, des exemples comme on a vu là, comme EVE Online ou World of Warcraft, se rapprochent plus selon moi du métaverse que ce que pourrait nous proposer Facebook. Parce qu'on est obligé de partir sur quelque chose de décentralisé. En fin de compte, c'est comme une sorte d'Internet. Internet, personne ne le dirige. Il n'y a pas une entreprise qui gère Internet. Tout le monde peut faire son propre site Internet. Il faudrait que le métaverse se soit basé sur exactement le même genre d'idées et de fonctionnement. Et le gaming, ce que nous propose le gaming jusqu'à maintenant, est certainement ce qui se rapproche encore une fois le plus des métaverses. Ce sera très difficile, selon moi, que, disons, un seul acteur parmi tous les autres puisse se positionner comme l'acteur clé du métaverse. Ce sera peut-être plutôt des métaverses subsidiaires selon nos intérêts. EVE Online, par exemple, si on aime l'exploration spatiale, ou World of Warcraft, si on aime l'heroic fantasy. Mais, encore une fois, pour terminer, je pense que les métaverses se doivent d'être basés sur les mêmes principes que le Web 3.